Bonjour, eh bien j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maria Mercanti-Guérin. Vous êtes maîtresse de conférences à l'IAE de Paris, c'est la Sorbonne, vous enseignez le marketing digital, vous êtes directrice de recherche, docteur en sciences de gestion, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous êtes vraiment spécialisée dans la publicité digitale et en plus de ça, vous avez votre propre cabinet de prospective sur les usages du numérique. Oui. Là, on a vraiment affaire à une spécialiste. Quand vous parlez du web, vous savez vraiment de quoi vous parlez. Eh bien, vous publiez un livre événement qui, en réalité, va être un événement pour tous ceux qui s'intéressent à cette discipline, mais pas pour les spécialistes. Parce qu'en réalité, je crois que les spécialistes le savent déjà, ou le pressentent déjà. Mais il est très instructif, parce qu'il s'adresse d'abord aux étudiants, mais pas seulement, aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont des entreprises, aux chefs d'entreprise. Exactement. Et là, on va dire, vous leur faites gagner de l'argent. Vous leur faites gagner du temps grâce à ce livre. C'est l'objectif. Alors, on va mettre les ricaneurs de côté déjà quand je vais leur donner votre titre. On dit web crash. Évidemment, les ricaneurs vont dire mais non, le web c'est l'avenir, etc. Vous ne parlez pas dans web crash déjà. Après, on va aller dans le fond du sujet de la technologie par paquet, de la technologie Internet en elle-même qui permet d'envoyer des fichiers, des photos, de travailler ensemble, de faire de la visioconférence. Ça, c'est la technologie de transmission par paquet. C'est le web. C'est pas ça qui crash. Hein. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Hein. C'est pas ça qui crache. C'est tout l'écosystème qu'on nous a vendu depuis des années, qui est un écosystème marchand et qui repose que sur la publicité. Alors, cet écosystème avait beaucoup de vertus au départ, parce que il a financé autre chose que d'e-commerce. Il a financé toutes les nouvelles technologies qui débarquent en force. Mais aujourd'hui, il n'a plus la capacité de le faire parce que tout simplement la publicité digitale s'essouffle et les indicateurs quand on plonge dedans sont assez mauvais. Alors quand je parle d'indicateurs, ce sont par exemple les taux de conversion, le coût par lead. Alors le lead, c'est ce qu'on appelle le contact qualifié, il est de plus en plus élevé, c'est-à-dire que finalement pour capter des prospects, vous allez payer de plus en plus cher. Et pour les convertir, en faire des acheteurs, ça va être de plus en plus compliqué. Vous allez également payer plus cher le coût au clic quand on clique sur une annonce publicitaire. Et donc, finalement, on se rend compte, alors pas sur tous les secteurs, mais sur beaucoup de secteurs, au niveau du coût au clic, il y a des augmentations faramineuses. L'inflation n'est pas que dans les supermarchés, il est aussi sur Google. Et finalement, on se rend compte que pour un annonceur, un directeur marketing, eh bien, ça va devenir la rentabilité des actions marketing, des campagnes de communication sur le web va devenir problématique et donc ça pose un peu question sur ce qu'on appelle le retour sur investissement de tous ces leviers. Mais il y a bien d'autres problèmes que la publicité. Alors c'est justement là-dessus aussi, par exemple, la promesse initiale du web au tout début, c'était de permettre aux petits commerçants qui vendent, des sweatshirts par exemple, de les mettre sur le web et voilà, et c'était fantastique et il allait pouvoir en vendre dans toute la France. C'est un échec complet. C'est Amazon qui truste tout. Voilà. Amazon truste tout avec une politique assez dure vis-à-vis alors de ce qu'on appelle ces marchands, c'est-à-dire en fait c'est les clients d'Amazon, c'est les marques qui mettent leurs produits sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que finalement Amazon va quelque part publiciser énormément tout le parcours de conversion et faire payer à ces marques, des frais d'administration assez importants. Et donc, finalement, vous avez donc ce premier problème. Et puis, finalement, vous êtes confronté à une concurrence extrême, puisqu'il y a vous êtes confronté à des milliers de marchands qui vont vendre le même produit que vous, mais du monde entier. Et donc, finalement, le petit marché local, faut pas se leurrer. Sur Internet, il n'existe pas. Vous êtes confronté à une concurrence internationale de plus en plus féroce
et vous êtes soumis finalement au bon vouloir de ces plateformes dont Amazon. Vous pouvez vous faire déréférencer parfois de façon assez incompréhensible. Et à ce moment-là, c'est une catastrophe pour vous parce que vous perdez les 3/4 de votre chiffre d'affaires. Et on n'a pas finalement réussi à développer l'indépendance des petits acteurs locaux. Au contraire, il y a une dépendance accrue à, par exemple, Google Business Profile, qui vous permet d'avoir un petit espace en première page, voilà, qui détaille votre site, votre numéro de téléphone, etc. Alors Google est très malin, pour l'instant c'est complètement gratuit. Et le jour où ça sera payant, eh bien ça sera compliqué. Parce que finalement, vous êtes dans de la dépendance. Donc, c'est toujours la même mécanique, c'est-à-dire qu'on vous attire avec quelque chose de gratuit au début. Et puis, une fois que vous êtes complètement dépendant, vous devez payer. Et c'est ça qui fonctionne depuis un certain temps sur le web et qui peut complètement, finalement, tuer la créativité et tuer la concurrence en fait, parce qu'il y a aussi, on peut copier des produits. Enfin, si vous voulez, le web, la concurrence, elle est féroce sur les produits, mais aussi sur les idées. Et ça bien là le problème. Le livre s'appelle Web Crash, par une spécialiste des sujets numériques, Maria Mercanti-Guérin, maîtresse de conférences à la Sorbonne à Paris, spécialiste du marketing digital. Web Crash, qui est publié chez Management et Société. On se retrouve avec Maria Mercanti-Guérin pour parler de son livre Web Crash. On a déjà adressé mais ce qu'on va vous dire, évidemment, on va vous dire, oui, vous êtes bien gentil de nous raconter ça, mais on n'a pas le choix. Il faut quand même y être, et ça coûte de l'argent d'y être. Si vous êtes commerçant, vous n'avez pas votre site, vous êtes mort. Que répondez-vous face à cet argument? Alors, oui et non. Je dirais oui et non. Bon, déjà, le magasin n'est pas mort. Donc finalement, le monde réel existe toujours, le monde en dur existe toujours. Et puis, bien sûr, il faut avoir une présence. Moi, je pense qu'il faut avoir une présence sur le web, mais finalement, il ne faut pas tout attendre du web. Je vais prendre un exemple très simple. On va vous expliquer que pour être bien référencé, il faut appartenir à ce qu'on appelle le local pack, où vous avez 3 ans. Par exemple, un internaute va taper paire de chaussures, Google va lui présenter finalement 3 magasins proches de chez lui, mais c'est lui qui les choisit et va vous expliquer qu'il faut le meilleur site web qui est possible et le plus d'avis clients possible. Et dans les avis clients, il y a plein de magouilles. Donc, je dirais que finalement, des concurrents vont mettre des faux avis clients sur vous. Vous pouvez aussi passer par des sociétés spécialisées qui vont aussi générer des faux avis clients positifs pour que vous puissiez remonter en référencement. Donc, tout ça n'a plus ni queue ni tête. Et je pense que le consommateur, peu à peu, s'en aperçoit. Donc, je dirais que oui, bien sûr, il faut un site internet, mais c'est bien aussi d'avoir un très bon bouche à oreille de vrais clients. Qui vont donner votre adresse à des amis et parler d'une expérience positive sur vous, parce que rien que l'exemple des avis clients montre que non seulement ça introduit de la dépendance, et en plus beaucoup de fraude. Et le web est parcouru par la fraude, et on peut parler des bots, des robots cliqueurs, qui font que on a parfois une audience qui est plus du tout humaine, mais qui est complètement due aux robots. Et ça, c'est aussi un énorme problème. Alors, dans nos provinces, vous êtes à Paris, mais c'est aussi le cas sur Paris, mais c'est surtout un phénomène en province. Vous avez beaucoup de commerçants qui recrutent quelqu'un uniquement pour s'occuper de leurs réseaux sociaux et qui passent des heures chaque semaine à mettre la photo sur Facebook du nouveau produit pour avoir 15 clics sur j'aime, et qui disent aux leurs clients, vous partagez ça, puis on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui partagent. Oui. Vous leur dites quoi? C'est beaucoup de temps perdu? Les réseaux sociaux, c'est terminé, moi. Voilà, moi ce que je pense, c'est que les réseaux sociaux, on va vivre dans finalement, ça va aller peut-être assez vite.
On va vivre peu à peu la fin des réseaux sociaux. Alors pourquoi? Parce que déjà, on n'est plus du tout capable de distinguer un réseau d'un autre. C'est-à-dire que dès qu'il y a une innovation dans un réseau, je parle par exemple des Reels, des vidéos courtes, ben vous en avez partout. Premier point. Deuxièmement, bon, il y a toute la problématique des influenceurs avec beaucoup d'affaires autour de pas très claires autour des influenceurs. Ces influenceurs, j'ai étudié le marché chinois, ils vont être remplacés par des influenceurs digitaux. Alors le problème, c'est que ces influenceurs digitaux vont coûter beaucoup plus cher que les influenceurs humains. Parce que derrière, il y a une technologie énorme. Donc, pour vous payer un influenceur digital, c'est clair que ça sera très, très compliqué et que ça sera réservé qu'aux très grandes marques. Troisième élément, les jeunes, les 12-15 ans désertent les réseaux sociaux. Ça, c'est des chiffres, des derniers chiffres au niveau des États-Unis. Et je pense que ça va arriver en Europe. Ils sont bien sûr encore sur TikTok. Pour le reste, Instagram a une baisse du taux d'engagement, Facebook, n'en parlons pas. N'en parlons pas, je n'osais pas le dire, n'en parlons pas. Oui. C'est vraiment très mauvais. Et donc, c'est eux qui font le marché, ces jeunes-là. En fait, ces jeunes-là sont sur les messageries et retrouvent quelque part le plaisir d'avoir une vie privée. D'ailleurs, si vous faites un petit sondage autour même des 12-18 ans, vous verrez qu'ils postent très peu de choses sur les réseaux. Et donc, les réseaux sociaux, à terme, il y a une limite. Et alors, la dernière limite, c'est effectivement toute la problématique des cookies, toute la problématique de la vie privée. Donc, le dernier épisode en date, c'est Facebook qui commence à dire que ça peut être qu'il va être obligé de faire payer les internautes s'ils veulent échapper à la publicité ciblée, parce que la publicité ciblée maintenant elle est très limitée par le RGPD et que si on donne pas son accord, eh bien, on n'est pas soumis à la publicité ciblée. Sauf que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et donc concrètement, ce qu'on appelle le cookie wall, on obligerait le consommateur soit à payer, soit à être soumis à de la publicité ciblée. Et son calcul, c'est de se dire, mais le consommateur, il va jamais payer, donc il va accepter la pub. Sauf que quand on met son nez dans les recommandations de la CNIL, il n'est pas du tout évident que Facebook puisse imposer cette mécanique-là, qui restreint énormément la liberté de choix du consommateur. Donc tout ça fait que finalement le réservoir de la pub, le robinet financier de la publicité pour les réseaux sociaux va finir par se tarir et ça va leur poser d'énormes problèmes. Je sais même pas comment ils vont continuer à survivre. Alors, il y a un point que vous abordez aussi dans votre livre, c'est sur la concentration, sur la mémorisation. Je suis très heureux de vous entendre parler de ce sujet, qui est presque un sujet tabou dans ce milieu. Pourtant, il y a beaucoup d'études qui sont faites en permanence, qui montrent qu'une publicité qui circule, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, le taux de mémorisation, il est approximativement de 7 secondes. Je dis bien 7 secondes. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, on a jeté son argent par les fenêtres, quoi. Oui, alors le marché a essayé effectivement des grands organismes, notamment comme l'UDA, l'Union des annonceurs, ils ont essayé de travailler sur ce qu'on appelle, alors c'est un nom, tout est en anglais dans ce milieu, mais brand safety, tout ce qui est sécurisation d'image de marque, tout ce qui est exposition à la publicité, temps moyen d'exposition. En fait, c'est un échec complet. Je sais pas si vous avez un adblock, un bloqueur de publicité, mais quand vous le désactivez, parce que maintenant tout le monde en a un, donc ça aussi ça pose problème, vous vous rendez compte quand les publicités, les skyscrapers, les pop-ups se mettent les uns sur les autres, vous n'avez absolument bien entendu pas le temps de voir le message. On est aussi, alors ça j'en parle dans le livre, je parle du crack numérique, c'est-à-dire qu'en fait on est sur des vidéos, là la tendance du marché c'est de faire du court, de vidéos extrêmement courtes, et globalement en fait ça pose problème aux annonceurs parce que ce court accéléré fait que aucune publicité n'a le temps de s'implanter.
voire même au niveau des ad serveurs d'être servis sur l'écran de l'internaute, et bien entendu pas du tout d'être mémorisés par l'internaute. Au contraire de la télévision où quelque part il n'y a pas d'adblock, voilà, vous avez une coupure publicitaire qui est bien organisée. Là, c'est clairement, je dirais, un fatras d'annonces qui s'empilent les unes sur les autres avec parfois assez peu de créativité, il faut quand même le dire. Vous regardez, et ça c'est intéressant, les plus gros annonceurs en télévision, en radio ou en print. Je vais mettre à l'écart, bien sûr, il y a la grande distribution qui arrive en tête, elle est partout, elle investit partout. On va mettre en place à l'écart quelques exceptions comme les Carglass, etc. Mais vous avez Amazon. Oui. Et Amazon fait essentiellement de la publicité sur les médias traditionnels. C'est pas intéressant, ça? Alors Amazon, alors en fait, Amazon pour moi, c'est un leader du marché de la publicité qui a tout compris. Et je pense que par rapport à Google et Facebook, il va gagner la mise. Oui, Amazon fait vraiment de la publicité tous azimuts. Alors le dernier concept, parce que c'est un marché où il y a des concepts, on n'arrête pas de courir après, c'est le retail media. Donc c'est en fait de la publicité faite sur les sites, les retailers, donc sur les sites de distributeurs. Et Amazon, alors ce marché est en pleine expansion parce qu'on se rend compte que finalement faire de la publicité au moment où on va acheter, c'est très, voilà, ça peut être très intéressant au niveau conversion. Sauf qu'Amazon c'est 80% du marché du retail média. Voilà. Et donc bien sûr il a et globalement il le dit, globalement il dit que il tire sa survie essentiellement de la publicité, qu'il a finalement ouvert plein de pistes, sur le traitement de la voix, sur le cloud, etc. Mais que finalement son levier le plus rentable c'est la publicité et qu'il est en train de tout capter. Donc une sorte de concentration finalement des investissements publicitaires qui à terme pourrait même menacer Google, puisque Amazon en lui-même est aussi un moteur de recherche. Et avec l'arrivée des IA génératives, tout le référencement naturel va être complètement bouleversé. Google joue le jeu, globalement, le Google que vous connaissez, vous tapiez un mot, vous aviez un nombre de sites, qui apparaissaient, ça va être terminé. Ça va être des extraits pris dans les sites sur une colonne de droite où vous allez quelque part faire votre marché. Et là, ça pose question parce que tous ces sites qui étaient aussi partenaires de Google, qui recevaient de la publicité, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc ça finalement, dans le livre, je fais un certain nombre d'hypothèses sur le web du futur. Ça va être la dernière partie de notre conversation. Voilà, ça pourrait être complètement un site, un web marchand. Les médias traditionnels sont pas morts, clairement, à moins que. Le problème, c'est qu'ils, par effet de mimétisme de quelque chose d'un peu moutonnier, ils vont perdre leur spécificité parce qu'ils adoptent tous, ils se numérisent tous, Alors ça a pris un certain temps, la radio, etc. Même la télé, ça a pris un certain temps. Mais les modes d'achat média, ils avaient des modes d'achat média spécifiques. On parlait de GRP, par exemple, c'est un mode d'achat média spécifique. Ils vont l'abandonner au profit finalement des modes d'achat média du digital. J'ai peur qu'au bout du compte, ils soient absorbés et que ça soit pas du tout une question de survie, mais plutôt de mort de ces médias. Oui et non, parce que peut-être que justement les médias traditionnels vont rapidement le comprendre. Puis il y a des médias locaux, par exemple, ou régionaux. Oui. Je vais prêcher hors de ma paroisse. Si vous êtes Var Matin ou Nice Matin, les gens qui habitent dans le Var, à Toulon ou ailleurs, ils sont contents d'aller sur le site de Var Matin et ils vont pouvoir capter de la publicité pour des commerçants locaux. Ça va rester du mode de commercialisation, j'allais dire presque de la main à la main, quoi. En fait, ça ne marchera que si le modèle d'abonnement, j'en parle dans le livre, fonctionne.
Et là, le modèle d'abonnement, j'ai eu du mal à trouver des chiffres, parce que on les a pas, ça soit dûment caché, oui. Oui, alors le modèle d'abonnement, en tout cas aux États-Unis, c'est les rares chiffres que j'ai trouvés, c'est aux États-Unis, ne fonctionne pas. Et donc là, comment on vit si on n'a pas la publicité et l'abonnement fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, dans le livre, je parle aussi de tous ces sites internet qui vont fonctionner sur des communautés de passionnés. Et là, voilà, la publicité va fonctionner. Et là, vous êtes alors le site internet plus loin que ça, c'est des dons qui vont fonctionner. C'est-à-dire que la pub, ok, on va l'accepter parce que c'est le site que j'aime. Je veux les soutenir, mais surtout, je vais donner. Je vais faire des donations. Et ça, c'est un modèle que je trouve intéressant, qui va pas s'appliquer à tout le monde, mais ceux qui arriveront à capter ce modèle-là, eh bien, ils seront relativement protégés. Eh ben justement, l'avenir du web. On va en parler, on marque une pause. On parle de votre sujet, Maria Mercantiguera, Web Crash aux éditions EMS, voilà, oui, chez EMS dans la collection Questions de société, livre passionnant. Et on se retrouve avec Maria Mercantiguera, maîtresse de conférence à la Sorbonne. L'avenir du web, ça c'est génial. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Finalement, la technologie de transmission par paquet, c'est ça. Donc, le web va servir de canaux techniques à plusieurs. Le web de demain à plusieurs pièces, quoi. Vous imaginez un grand immeuble avec des pièces. La pièce commerciale, centre commercial, c'est Amazon. C'est pour ça que vous dites le web Amazon. Ça, on l'a déjà dit. On va sur le web, c'est Amazon qui va trop truster. Le petit qui va essayer de rentrer dans le cercle très privé Amazon, il va falloir vraiment qu'il s'accroche parce qu'il y a des gros videurs à l'entrée qui vont lui demander beaucoup d'argent. Oui. Le web autoritaire, ça c'est important. Vous allez aussi nous expliquer cela. Et le web militant. Alors, est-ce que peut-être, je vais revenir quand vous disiez que les réseaux sociaux étaient morts, peut-être pas tous les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, un réseau social comme X, comme Twitter, qui rassemble les militants, cette fois-ci, on va pas sur Twitter pour photographier sa pizza le soir. Regardez, je suis à la pizza machin, voilà. On va sur Twitter pour dire je suis pro-vax, je suis anti-vax, les Russes ont raison, non, c'est les Ukrainiens qui ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça finalement. Est-ce que c'est pas ça finalement? Alors, X, le problème, c'est que X, c'est un repère de militants qui sont d'ailleurs parfois pas d'accord les uns avec les autres. Ça, c'est pour ça que j'ai pris des exemples très... Mais globalement, c'est des militants qui n'aiment plus leur réseau. Et donc, en fait, là où les nouveaux réseaux sociaux, ça sera des réseaux sociaux, créés autour d'une idée, où finalement, des gens qui seront affiliés à ces réseaux-là seront tous d'accord entre eux. Pourquoi X? Alors c'est un signe, la petite cloche bleue qui coûtait quelques euros par mois pour soutenir Twitter, qu'on a tous pris d'ailleurs, moi la première. Donc c'est quelque part un paiement. Moi j'ai senti un paiement pour soutenir X. Les 3/4 des gens qui passent leur journée sur X ne l'ont pas prise. Donc, ils n'ont pas soutenu le réseau. Et ils sont toujours, parfois même les premiers à critiquer Elon Musk. Et donc, finalement, les réseaux sociaux militants, on commence aux États-Unis, ce sont des réseaux sociaux politiques, autour des démocrates, certains républicains, je citerai pas de nom. Eux, ils vont finalement regrouper des gens qui sont d'accord entre eux. Et on parle beaucoup des bulles de filtre. On est dans le web, on est toujours confronté. Alors ça, via les moteurs de recherche à ce qu'on pense intimement. Donc on se confronte pas à l'opinion de l'autre. Et parfois, de temps en temps, quand on est confronté à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, on va réagir violemment. Et la société est très très clivée par ça. Il y a une déconstruction démocratique à cause d'Internet, et ça va s'amplifier. La publicité avait le mérite de faire se rencontrer sur la même plateforme des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux, et je pense que malheureusement ça va être terminé.
Et ça, là aussi, ça pose problème sur l'avenir du web militant. Oui, ça sera un web intéressant avec des dons, mais avec des opinions finalement de plus en plus tranchées entre communautés qui, alors pour le coup, ne se parleront plus, parce que je pense que s'insulter, c'est aussi une façon de se parler. Là, il y aura plus de contact. Et donc, ça va être un web assez morcelé, si je reprends. Mais on l'observe dans les médias aussi. Voilà, les gens de droite regardent plutôt CNews, les gens de gauche écoutent plutôt France Inter. Là, je suis dans la caricature, mais elle est pas totalement fausse. Non, elle est complètement exacte. Les bulles de filtre ont toujours existé, sauf que là, on a des algorithmes par-dessus, des mécaniques de persuasion extrêmement fines, qui font que c'est beaucoup plus puissant en termes de persuasion que, voilà, presque regarder tous les soirs TF1 ou autre. Hein. Et puis, j'allais justement dire, et les grands généralistes, je vais employer un mot, qui ne veulent pas d'emmerde, hein. Voilà, finalement, si tu veux pas d'emmerde dans ton 20h, tu l'ouvres avec le froid, les tomates sont réapparues parce que c'est le printemps. C'est tout à fait ça. Les premiers baigneurs, on est au mois d'avril, se baignent sur la Côte d'Azur, et on vous fait un journal comme ça, il n'y a pas d'emmerde. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme société? Une société où on peut plus dialoguer sur des sujets importants. Et c'est pour ça que à la fin du livre, je parle des futurs possibles du web. Hein, j'en distingue 4 en fait. Et finalement, donc il y a le web autoritaire, hein, dont on parle un peu. Ce web autoritaire, il est dû au fait que les États veulent reprendre la main. Et ça, c'est finalement assez récent. C'est-à-dire que pendant des années, ça a été une sorte d'open bar, hein, le web. C'est-à-dire qu'on pouvait à peu près dire et faire tout ce qu'on voulait. Les États ont enfin pris conscience que certaines sociétés du web ne payaient pas leurs impôts, fraudaient la TVA et laissaient se développer un certain nombre. Alors, je ne sais pas, là, on part dans un débat philosophique. Qu'est-ce qu'une fake news? Qu'est-ce que la réalité? Enfin, tout devient assez relatif. Et ils veulent reprendre la main sur plusieurs éléments. Couper Internet quand il y a des émeutes dans les banlieues. Il y a des sociétés ce qu'on appelle de social listening, c'est-à-dire qui écoutent le web, c'est-à-dire tout ce que vous mettez sur le web, hein, tout ce que vous tapez, tout ce que vous postez, et absolument tout est traqué, tout est analysé. Ces sociétés-là bossent notamment avec la Commission européenne, par exemple, qui va analyser très finement son image tous les jours et comment elle évolue. Et en fait, ces sociétés sont capables d'identifier quels sont ce qu'on appelle les influenceurs négatifs, des gens qui vont dire du mal de vous. Pour moi, je trouve que c'est quand même un peu inquiétant. Et donc, ce web autoritaire, il va se diffuser partout. Les États ont déclaré la guerre au web. Et ils sont pas sûrs je pense que le web n'est pas sûr de gagner à ce jeu-là. Mais on est quand même constitutionnellement, on a la chance d'être dans des démocraties. Vous avez des députés de la majorité qui veulent faire passer une loi pour pénaliser, par exemple, les climato-sceptiques. On se doute, les constitutionnalistes disent, ça ne passera pas au Conseil constitutionnel. On est quand même, c'est-à-dire que ce qui est interdit dans les médias classiques devrait être interdit sur le web, c'est-à-dire pour parler des sujets d'actualité, l'antisémitisme, l'appel au meurtre, etc. Mais après, la parole reste relativement libre en France. On a la chance. Mais alors, en fait, je dirais que Twitter X est quand même dans le collimateur de la commission dont M. Thierry Breton, Thierry Breton, qui lui-même l'utilise quand même
En fait, Thierry Breton voudrait que l'on dise que du bien de lui sur Twitter. Voilà. Je ne sais pas, mais c'est vrai que... Moi, je le sais, je l'entends, voilà, c'est ce qu'il dit. Et parce que, en fait, vous avez des réseaux très lisses, hein, c'est pas Instagram qui va être dans la visée de la Commission européenne. Mettre la photo de sa pizza ou de sa robe de mariée, évidemment, ça... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on n'a pas changé d'époque, finalement Maria Mercante-Guérin, il y a eu une époque sous Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, même Nicolas Sarkozy, même François Hollande. Voilà, je parle pour la France, où il y avait quand même des débats vifs. On pouvait aller s'engueuler sur les radios, sur les plateaux de télévision. On n'accepte plus ça. On a changé d'époque sur ce point-là, et on a changé aussi d'époque, et je pense à cela en vous écoutant, pour des générations qui ont eu leurs parents ou leurs grands-parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des choses des frontières à ne pas passer parce qu'on savait où on passait le post-frontière de la civilisation et de la barbarie, de la dénonciation, voilà, et je crois que tout ça s'est oublié. Oui, c'est malheureusement oublié. Et oui, le web, c'est une agora violente maintenant. Alors qu'avant c'était censé être quand même l'agora des savoirs, le partage des savoirs. Enfin, c'est la grande idée du web, c'est une intelligence universelle. Et là, on est plutôt parfois sur une bêtise universelle, malheureusement. Bien sûr, et je dirais que les deepfakes, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire en fait, c'est tout le travail que l'IA peut faire sur la manipulation d'images. Je crois que c'est la dernière étape. Donc c'est vrai que j'en parle aussi hein, dans le livre et c'est juste vertigineux parce que on peut réécrire complètement l'histoire. Et c'est vertigineux. Donc je sais que il y a beaucoup de réunions hein, au niveau international sur les dangers d'IA. On parle évidemment des biais, on parle du copyright, hein, du droit à l'image, enfin il y a ça du droit d'auteur, enfin ça bouleverse beaucoup je dirais même de législation qui était ancrée depuis très longtemps. Mais celle-là, je trouve la capacité à réécrire l'histoire, je crois que c'est la plus vertigineuse en fait. Surtout à la résumer aux faits présents, sans se poser la question de ce qui s'est passé avant. Exactement. Et ça, c'est que l'histoire et la culture générale. Oui, exactement. Oui. Et donc, plus alors l'emprise des écrans sur les cerveaux, la baisse du QI, l'appauvrissement du vocabulaire, qui fait que finalement, on n'utilise plus les mots pour débattre, hein, mais juste pour s'insulter. Enfin, c'est assez, et puis c'est le monde du court, hein, même sur Twitter, hein, et donc c'est un raccourcissement des pensées, les pensées, tout est finalement limité dans un temps très très court. Et ça aussi, ça touche à la plasticité du cerveau humain. Donc, Voilà quelques bonnes raisons pour lire votre livre. Internet a-t-il encore un avenir? Web Crash, Maria Mercante-Guérin. Si les gens sont intelligents, si on a affaire, si les gens ont envie d'être sauvés, de se développer, voilà, de sortir la tête de l'eau, ils doivent lire votre livre. Il va certainement marquer, j'espère, les générations. Merci Maria Mercante-Guérin de nous en avoir parlé. Beaucoup. On va mettre le lien sur le site. Au revoir. Merci. Au revoir.